Partie sur ce cours Roi et Seigneur concernant l'État et le renforcement de l'État qui va également se moderniser autour de quelques personnages. Donc on va en étudier 3 en particulier, Philippe Auguste, Charles VII et Louis IX. Alors les dates de règne, elles étaient en fait à voir dans les documents que je vous avais mis en pièces jointes. On va commencer avec donc Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste, il faut que je retrouve par contre le début, c'était l'autre page. Donc Philippe Auguste, il est ici, vous avez ses dates de règne en haut à droite de ce document. Je vais peut-être zoomer encore un tout petit peu. Voilà. Donc Philippe Auguste, 1180-1223, à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, c'est l'un des grands rois de France qui a été très charismatique, très apprécié et qui a largement participé à renforcer l'autorité du pouvoir royal. On le voit notamment avec l'épisode face à Jean Santerre. Alors Jean Santerre, c'est l'époque de Robin des Bois. Et c'est l'époque où encore les Anglais en fait sont présents sur le territoire français. Jean Santerre, alors que je vous montre en fait ce qui est associé à Philippe Auguste et Jean Santerre, c'est cette fameuse bataille de Bouvines qui a eu lieu dans les Flandres, hein, donc au nord de l'Europe. Ce Jean Santerre en fait voulait acquérir des territoires face au roi de France. Le roi de France lui a en gros intimé de respecter ses engagements, à savoir de respecter, de faire les choses dans les règles, hein, de respecter, on va dire, les territoires qui lui avaient été donnés, de se soumettre à la justice du roi de France. Jean Santerre désobéit, refuse en fait de se mettre à la page et de rester finalement dans ses obligations de vassal par rapport à Philippe Auguste. Et donc il y a une bataille. Jean Santerre en fait réunit une coalition autour de lui. Une coalition, c'est un ensemble de personnes qui eux aussi en fait elles aussi ont des revendications vis-à-vis de Philippe Auguste. Et malgré tout, Philippe Auguste va réussir à gagner cette bataille qui était pourtant pas forcément partie en sa faveur. Donc ça va augmenter bien évidemment son prestige et puis surtout ça va lui permettre de reconquérir des territoires supplémentaires et de les intégrer dans le haut domaine royal. Alors si vous regardez ce premier document, Philippe Auguste sanctionne Jean Santerre, vassal désobéissant. Vassal, encore une fois, c'est un mot que vous devez connaître. Donc c'est un vassal, c'est quelqu'un qui va récupérer des terres de la part d'un suzerain et qui va devoir s'engager sur un certain nombre de choses, engagement financier, engagement militaire, et le suzerain est généralement le roi hein, pas forcément le roi de France, mais en tout cas son supérieur hiérarchique. Alors je vous propose qu'on démarre la lecture de ce texte. En 1202, Jean, donc ce qui est expliqué en Italie, que c'est juste une introduction, hein, c'est pas le texte en lui-même. En 1202, Jean, roi d'Angleterre et vassal du roi de France, refuse de se soumettre à la justice du roi. Des vassaux de Philippe Auguste demandent réparation car Jean a assiégé 2 de leurs châteaux pour agrandir ses terres en France. Donc là, on démarre le texte, un texte qui date du XIIIe siècle. Le roi, afin d'observer les règles de la justice, avertit et exhorta, ça veut dire obligea, Jean, par des écrits, des missives, c'est-à-dire des lettres, des injonctions, à faire réparation pour ce fait sans aucune contestation. Donc en fait, il lui donne un délai. Le jour fixé étant arrivé, Jean ne voulut tenir parole. Comme était grande l'indignation qui remplissait son cœur, le roi s'abandonna au juste mouvement de sa colère et ne put plus souffrir que la fourberie, c'est-à-dire la traîtrise, tourna ainsi au profit du fourbe, à savoir Jean Santerre. Le roi mit donc le siège devant les 2 châteaux qui eussent dû lui être livrés si Jean eût voulu tenir fidèlement sa parole. Pendant 3 semaines, il les attaqua avec une grande vigueur, puis il les détruisit, renversa les murailles et les rasa. Donc ça donne un petit peu aussi une idée de la façon dont se passent les choses à l'époque. Hein. On est quand même assez intègre dans la façon de récupérer le pouvoir et d'assurer la justice.
Donc, ce roi-là, du coup, par rapport à la correction, tiens d'ailleurs que je n'ai pas lancé, excusez-moi, donc on va essayer de la faire en direct. Alors non, on n'est pas là, pardon, hop, on va reprendre notre petit chapitre, Roi et Seigneur, scan, voilà, c'est ici, donc vous allez reconnaître du coup ce que je vous ai mis dans les corrigés. Donc Philippe Auguste, par rapport à ces deux documents et par rapport à cette bataille de Bouvines, principales actions, alors ces dates de règne déjà 1180-1223, principales actions, mais il va déclarer la guerre à Jean Santerre, roi d'Angleterre, qui refuse de se soumettre à la justice, il va le battre et donc il va récupérer les terres qu'a injustement possédées Jean Santerre. Si on regarde ensuite une autre action de Philippe Auguste, là je reviens du coup sur les documents et je reviens sur ces documents-ci. Alors là on est vraiment dans le contexte, on va dire purement français, il n'est plus question de roi d'Angleterre, mais ça va être une autre action que va mener Philippe Auguste en faveur de l'État français. On va démarrer du coup par celui-ci, le document 4, une administration judiciaire et financière au service du roi. Et ça c'est important, hein, souvenez-vous-en, pour assurer le pouvoir en fait dans un royaume, il faut établir une administration, il faut établir une justice, il faut établir évidemment un service des impôts. Très important en France. Nous avons établi que nos baillis, c'est-à-dire les personnes qui vont être chargées d'assurer la justice, fixent tous les mois un jour que l'on appelle assise. Ce jour-là, par leur entremise, c'est-à-dire par leur action, tous ceux qui porteront plainte, recevront immédiatement droit et justice, et nous, nos droits et la justice qui nous revient. Nous prescrivons en outre que tous les revenus et tous nos services et nos recettes soient portés à Paris à 3 périodes de l'année, à la Saint-Rémy, à la purification de la Sainte Vierge, en 3e lieu à l'Ascension. Donc ça fait partie, ce document, du recueil des actes de Philippe Auguste, c'est-à-dire de documents qu'il a écrits, et ça participe aussi à l'action d'un grand roi que d'établir en fait des actes qui vont circuler partout dans le royaume et qui vont s'appliquer dans l'intégralité de celui-ci. Donc là, il y a deux choses en fait qu'il faut voir. Il y a d'abord l'action en fait d'établir une justice partout en France, où bien évidemment le roi va avoir le pouvoir, la mainmise, et puis va juger en dernier ressort. Et ensuite, il va également créer en fait des services de recouvrement des impôts partout en France, et puis il va nommer des personnels qui seront chargés en fait de porter les impôts à Paris. Alors bien évidemment à l'époque on ne fonctionne qu'avec de la monnaie, donc on est obligé de la porter. On n'est pas encore à l'époque des banques, encore moins des billets. On a quelques lettres de change qui sont les ancêtres des chèques, mais c'est pas encore bien développé, et de toute façon là pour ce genre de choses c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Autre action, exemple d'action en tout cas importante pour un roi, c'est le fait de légitimer ses actes à travers un sceau. Donc le sceau en fait c'est de la cire, et ce petit morceau en fait va être apposé au bas de tous les documents officiels pour témoigner déjà de l'importance du document, et pour assurer son authenticité. Ça veut dire pour donner la preuve qu'il a bel et bien fait par le roi, puisqu'il est le seul en fait à détenir ce tampon. C'est aussi une façon de véhiculer son image, un petit peu comme pour les pièces de monnaie. Donc là vous avez des inscriptions latines qui sont le latin qui est encore en fait la langue de l'élite à cette époque. Philippe par la grâce de Dieu, roi des Francs, et donc ce sceau vient évidemment légitimer lui aussi à sa moindre mesure l'ensemble en fait des actes pris par Philippe Auguste. Je reviens du coup sur la correction, et il nous manquait en fait cette partie-là de la correction. Donc deuxième action, il va créer en fait un découpage territorial. Alors c'est pas dit en fait explicitement dans les documents, c'est moi qui vous le rajoute et qui vous donne l'information, mais de toute façon si vous voulez mettre à place une justice et des impôts, vous êtes obligé de faire un découpage et de ensuite nommer des gens qui vont s'occuper de ces différentes choses. Donc il organise la justice, il organise les impôts, le service des impôts, et il va ensuite, dernière partie, donc lien avec le document 5, il va créer un sceau qui va être apposé sur toutes les décisions écrites d'État.
Je passe directement à Saint-Louis, donc Louis IX. Saint-Louis, ça a été son surnom parce que c'était un roi extrêmement pieux, c'est-à-dire qui était très très croyant, qui a été donc du coup jusqu'à organiser des croisades, la quatrième notamment. Il en est mort d'ailleurs en 1270, il est mort à Tunis de la peste, il n'est jamais revenu en fait en vie en France. Et il a organisé des croisades pour notamment récupérer certains objets sacrés ayant prétendument appartenu au Christ, donc la Sainte Croix par exemple, une morceau d'épine de la couronne du Christ. Il a acheté ça à prix d'or, mais pour lui ça faisait partie en fait des choses importantes pour le royaume de France que d'avoir au plus près de la capitale, parce que bien évidemment ça a été transféré à Paris, des objets ayant appartenu au Christ, qui est évidemment le personnage le plus important dans la religion chrétienne. Il va faire d'autres actions, Saint-Louis. On l'associe notamment à un roi qui va assurer la justice sous un chêne. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, alors il y a beaucoup d'éléments et d'informations dans cette vidéo, mais là aussi, je vous ai pas forcément demandé de faire le tri explicitement selon les parties de la vidéo, parce que j'avais envie que vous la voyiez aussi, que vous reteniez finalement ce qui vous marquait le plus. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il a réformé donc le système de justice, le système judiciaire. Il va créer en fait une cour d'appel devant le roi, c'est-à-dire que parmi toutes les cours qui vont exister dans le pays, la plus importante sera à Paris et sera assurée en fait par lui-même. Il va décider en dernier ressort des décisions en fait de justice qui n'auraient pas été tranchées par des cours seigneuriales et qui auraient encore posé problème. Et donc, en fait, cette cour, pour vous dire, cette cour d'appel, en fait, elle va perdurer jusqu'à présent, mais aujourd'hui, elle a un petit peu changé de nom, mais elle existe encore. Ça s'appelle désormais la Cour de cassation. Donc, c'est la plus haute cour, en fait, actuelle dans le système judiciaire. Il va ensuite créer une monnaie qui va avoir lieu, qui va avoir cours partout dans le royaume. Unifier un royaume grâce à la monnaie, c'est aussi assurer son pouvoir, c'est aussi développer le commerce, donc ça participe à la prospérité, ça participe au pouvoir royal également, puisque là aussi, la monnaie, elle va être du coup surveillée par le roi. On va avoir de nouveau son effigie partout sur ces pièces de monnaie, donc les gens vont aussi apprendre à finalement mieux l'imaginer. Il faut imaginer que tous les paysans en fait ne savent pas forcément à quoi ressemble le roi, ne vont pas forcément avoir l'occasion de le voir durant leur vie, puisqu'il va essayer quand même de parcourir le royaume, mais bien évidemment il va pas pouvoir être partout à la fois. Il n'avait pas du tout les mêmes moyens, bien évidemment, techniques et de diffusion que de maintenant, que de nos jours. Et donc ça permet aussi, c'est une autre façon en fait d'appuyer le pouvoir. Voilà, donc Louis IX, Saint-Louis, 1226-1270, on avance un tout petit peu dans le temps et on passe ensuite à Charles VII, 1422-1461. Alors Charles VII, il est lié à l'épisode de Jeanne d'Arc, qui a eu des visions et qui a bouté les Anglais hors de France. Charles VII, du coup, il a compris, suite à cet épisode-là, où encore une fois, il y avait en fait plusieurs clans puissants, bien évidemment, qui étaient présents en France. Alors les Anglais déjà, et puis ce qu'on appelait les Bourguignons à l'époque, qui sévissaient dans le nord-est de la France, qui étaient suffisamment puissants pour en fait être en compétition avec le pouvoir royal. Et donc Charles VII va comprendre, entre ça et la guerre de 100 ans, qui va être, je vous le rappelle, une succession de conflits avec l'Angleterre, il va comprendre en fait que la France a besoin d'une armée permanente où dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a une urgence, dès qu'il y a une nécessité, l'armée peut être levée très rapidement parce que les gens qui la composent sont payés et sont payés pour être là en fait, contrairement au système auparavant où on se basait sur les chevaliers, sur les grands seigneurs, mais venaient ceux qui voulaient selon leur bon vouloir et il y a eu des batailles de perdus parce que tout simplement il n'y avait pas assez de contingents, c'est-à-dire de soldats, parce que les grands seigneurs n'avaient pas daigné en fait répondre à l'appel du roi. Donc je vous propose qu'on lise ce document. Charles VII. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, avons décidé, après avis de notre conseil, que dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura désormais un archer qui sera toujours armé et qu'on appellera franc-archer.
tous seront à notre service chaque fois que nous le demanderons et ils seront en échange dispensés de payer des impôts. Alors repérez que l'armement, donc là c'est un armement léger, hein, un archer, mais malgré tout, ça a au moins le côté positif de participer à la création d'une armée qui ensuite va s'alourdir, qui va devenir de plus en plus techniquement puissante. Et qui va devenir aussi plus nombreuse, hein, sur le plan numérique. On va faire appel à de plus en plus de soldats. Alors bien évidemment, la contrepartie de la création d'une armée, c'est la création d'impôts qui retombent évidemment sur la population de base. Repérez que d'ailleurs là, le territoire de découpage pour récupérer et créer cette armée, ça va être la paroisse, hein. On est encore en fait sur le fonctionnement des découpages religieux et on n'est pas encore sur des découpages purement civils comme on les connaît aujourd'hui. Là aussi, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, mais qui va prendre peut-être un peu plus de temps. Voilà, la séparation et la distanciation de l'Église et de l'État, ça va se faire, mais dans les siècles qui vont suivre et très progressivement. Donc là, repérez que le texte que je vous ai lu, c'est une ordonnance de ce roi, et une ordonnance, c'est une grande décision royale qui va s'appliquer partout au royaume. Bien évidemment, le fait de rédiger des ordonnances, ça appuie aussi le pouvoir royal. Voilà, donc je reviens à la correction pour la dernière colonne de cette partie. Donc Charles VII, lui, quelle est sa principale action? Ça va être de créer une armée permanente en France. Et donc dans chaque paroisse va se tenir un ou plusieurs francs archers dispensés d'impôts, hein, puisqu'il faut qu'il y ait un intérêt aussi pour eux lorsqu'il sera en exercice. Et donc il va créer voilà cette armée permanente. Donc vous avez quelques exemples à partir de ces trois colonnes de la façon dont le pouvoir royal va devenir de plus en plus puissant. On aurait pu prendre d'autres rois, hein, bien évidemment. Là, on était obligé quand même de séquencer, de limiter le cours. Et c'est des exemples, on va dire, qui vous servent en fait, qui vous servent de base pour comprendre l'ensemble. Voilà, c'est une accumulation en fait d'actions de plusieurs rois qui va permettre l'augmentation du pouvoir royal. Voilà, donc nous en avons terminé avec cette partie-là. J'espère que vous avez regardé un tout petit peu, même si c'est pas en entier, c'est pas grave, la vidéo sur Saint-Louis. Donc là, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Je vous conseille fortement de lire celui-ci parce que c'est une autre façon en fait de le reprendre, ce chapitre. Et ensuite, je vous avais indiqué que là, cette partie-là, on va pas la faire à distance parce que ça me paraît un petit peu compliqué. Il y a des choses en fait que l'on n'a pas vues en cours volontairement de ma part et donc vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc vous l'avez, vous pouvez essayer de le regarder, mais je préférerais en fait que vous concentriez sur ce document-ci. Voilà, donc là c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.